Bonjour et bienvenue à l'épisode 199 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Quelle place occupe la négociation dans votre vie professionnelle? Quels sont les défis auxquels vous faites face lors de vos négociations? Avez-vous reçu une formation en négociation? Voici des questions qui sont intéressantes et je pense qui sont très pertinentes aujourd'hui dans notre vie professionnelle. La négociation, comme la communication, est un élément central de nos vies professionnelles et, j'ajouterais, même personnelles. En effet, nous négocions avec tout le monde, parfois même avec nous-mêmes. Par exemple, qu'est-ce que je mange ce soir? L'achat de quoi que ce soit implique une négociation, ne serait-ce que pour établir un budget. Et pourtant, rares sont les cursus à offrir des cours de négociation qui devraient pourtant être comme les maths. Négo 101, 201, 301, 103, 203, 303, et ainsi de suite. Et à commencer ça dès le secondaire. On peut aussi ajouter qu'il y a de fortes composantes culturelles et personnelles liées aux habiletés de négociation. Certains ou certaines ont commencé très très tôt, d'autres beaucoup plus tard, mais le contexte familial reste fondamental dans le développement des habiletés de négociation et la formation de biais qui peuvent nuire à notre capacité de bien négocier. Nous le faisons toutes et tous de manière intuitive et c'est pourquoi il peut être intéressant d'en discuter sur notre podcast car Éric et moi avons des habiletés très différentes en la matière. Bonne écoute! Bonjour Éric. Bonjour Jean-François. Éric, je te propose d'examiner la négociation sous différents angles, sous différentes composantes, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène de négociation qui, comme je le disais tout à l'heure, on le fait tous d'une manière très intuitive. Autrement dit, c'est des connaissances qui sont devenues inconscientes. On est devenu compétent inconscient, ou du moins, on croit qu'on est compétent, mais c'est tout à fait inconscient. Autrement dit, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait. Donc, la première composante, c'est de comprendre et de bien identifier quels sont mes intérêts ou les intérêts de notre parti. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Donc, quels sont mes vrais besoins? Quels sont mes vrais intérêts ou ceux de mon organisation, encore là, au sens large du terme? Quelles sont les dimensions importantes à considérer? Le prix, le design, l'image de marque, la valeur résiduelle, le rapport qualité-durabilité, le confort, le niveau de service. Il y a tout un ensemble de features ou d'éléments qu'on peut considérer lorsque on a besoin ou on désire acquérir ou se prévaloir de quelque chose. Donc, et toi et moi, on l'a fait professionnellement. On a été des négociateurs professionnels dans le cadre de notre passage dans des fonctions achats. Et on s'aperçoit aussi souvent que la partie la plus difficile, c'est justement d'amener la partie qui exprime le besoin à l'exprimer clairement, à l'exprimer non pas d'une manière très personnelle, mais d'une manière, disons, moi, j'aimerais ça utiliser le mot transversal. Autrement dit, en regardant l'ensemble du processus ou l'ensemble du produit, pas seulement la petite partie, le microprocesseur ou les boulons ou les petits connecteurs que tu vas utiliser, toi, qui sont sous ta responsabilité. Donc, regardez ça dans un schéma un petit peu plus large. Et puis, ensuite, il y a quand on veut élaborer justement cette liste d'intérêts-là, est-ce qu'on est capable collectivement, dans une organisation, de faire une différence entre le prix d'acquisition, le coût de possession et la valeur d'un objet ou d'un service. Quelle est la valeur? C'est autrement dit ce que ça nous permet de faire. Et dans certains secteurs d'activité, par exemple dans le développement logiciel, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de valeur intrinsèque à part le temps passé pour le développer. Alors que pour des produits de plus en plus sophistiqués, on voit, on regarde SpaceX, on voit bien, ou un avion, une automobile, une montre, on voit bien
la valeur est plus visible, tandis que pour du logiciel, c'est beaucoup plus évanescent. Comment as-tu vécu ça ou comment vois-tu ça, toi, cette question-là d'élaboration de mes intérêts ou de compréhension, ce deep understanding de nos intérêts avant d'entrer en négociation? Bien évidemment, comprendre d'où on part, savoir qu'est-ce qu'on recherche. Je pense que c'est le premier élément qui est clé. J'aime beaucoup l'élément que tu as mentionné, la notion de valeur. Pour moi, déjà, quand on parle de négociation, on parle à construire une entente, on parle de rechercher à maximiser la valeur parmi les gens qui sont autour de la table. Évidemment, on peut avoir différentes postures. Tu as parlé tantôt d'une posture achat. On a été aussi dans des souliers transformation de fonction achat. Donc, on a assisté des organisations à transformer leur perspective de cette lecture-là, de création de valeur. Mais aussi, il y a un autre chapeau qui existe, celui de développement d'affaires, celui qui est plus du côté sell-side, le côté vente, le côté développement d'affaires, où quels sont mes intérêts aussi prend forme. Ça va s'exprimer par la proposition de valeur, ça va s'exprimer par le produit en bout de ligne qu'on essaie de vendre, d'être en marché auprès de notre clientèle qui est désirée. Donc, évidemment, il y a des chapeaux qui peuvent être différents. Et j'ajouterais même qu'il y en a une troisième partie qui est celle plus des parties prenantes internes de l'organisation par rapport à l'accès aux ressources, par rapport à développer et mettre en œuvre la stratégie. Il y a différentes négociations qui prennent forme dans ce contexte-là. Donc, il y a plusieurs, je pourrais dire, il y a plusieurs lectures ou plusieurs façons de concevoir la négociation et surtout concevoir quels sont mes intérêts dans ces cadres-là. Je pense que ça, c'est le premier point. Mais dans tous les cas, il faut bien comprendre quelle est la demande ou quelle est l'analyse primaire, comme tu l'as mentionné tantôt, par rapport à qu'est-ce que je recherche ou, à la limite, qu'est-ce que mon client recherche, qu'est-ce qu'il cherche à accomplir. Donc, cette notion-là de compréhension des objectifs n'est pas seulement unique à notre perspective, mais ça demande d'élargir la perspective de façon beaucoup plus large. Bon, élargir plus large, je me répète, mais je pense qu'on comprend l'idée. Oui, tout à fait. Et ça permet de faire en sorte qu'on commence à avoir un sens de ça ressemble à quoi les différents intérêts qui sont autour de la table. Ce que je veux rajouter cependant à ce que tu as mentionné, c'est que ce n'est pas seulement du tangible. Il y a beaucoup d'intangibles aussi autour de la table. Il y a des... On est humain, il y a de l'ego, il y a des aspirations personnelles, il y a des aspirations professionnelles qui rentrent aussi en ligne de compte. Donc, il faut être en mesure que quand on réfléchit en termes d'intérêt, il y a les nôtres en termes de notre unité d'affaires, les nôtres en termes personnels, mais il y a celle aussi, cette lecture-là doit aussi s'étendre à la partie prenante qui est en face de nous, ou le groupe qu'on pense considérer aussi. Donc, c'est beaucoup plus large et je pense que ce qui est important, c'est de bien avoir cette lecture-là pour concevoir la valeur dans toutes ces dimensions-là et avoir une ébauche de quels sont les intérêts qui sont justement en termes, qu'est-ce qui doit être négocié par rapport aux gens ou qu'est-ce qui est disponible aussi à la négociation. Tout à fait. Voilà. Comme je dis souvent, j'utilise toujours l'exemple, une Honda Fit, une Tesla Model 3 et une Rolls-Royce Ghost vont toutes les trois t'amener du point A au point B dans un certain niveau de sécurité et vont tous te permettre tous de circuler, entre guillemets, aux vitesses permises. Ensuite, les trois viennent avec des avantages, des inconvénients qui sont très, très différents. Donc, cette question-là d'évaluer, de comprendre le besoin est toujours, pour moi, c'est très, très fondamental. Donc ça, c'est juste pour une seule personne. Quand tu représentes les besoins de 7, 800, 2000, 5000, 10 000 personnes ou de 3 clients qui sont très importants, moi, j'ai été confronté à ces questions-là, à savoir, les achats me donnent une version, le service client me donne une autre version, j'ai plusieurs versions et je dois prendre une décision qui est la meilleure pour l'entreprise, pour le client, pour trouver ces équilibres-là. Hein. C'est comme les bons vieux équilibres de gestion des opérations. Hein. C'est un ensemble de services à fournir, de niveaux de services à fournir et de coûts à maîtriser. Hein. Tu peux pas, si tu débalances trop l'un dans l'autre, tu ne dureras pas très, très longtemps. Et je vais rajouter, Jean-François, que concevoir la valeur, parce que tu as mentionné le terme valeur, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est, si je prends la posture achat à titre d'exemple, puis je donne un exemple très simple. On a un client avec qui on a travaillé dans le passé. Ce qu'il voulait, c'était revoir, par exemple, les pratiques de télécom à travers le Canada, à travers certains types d'appareils. La question était beaucoup plus une question de savoir quelle est l'infrastructure de communication qui est nécessaire
avant même les appareils. C'est-à-dire que la discussion a passé de l'élément très tangible, de voici les appareils, voici le coût des appareils, voici combien qu'on a d'appareils, voici les technologies en jeu, par rapport à quels sont vraiment les besoins de communication, d'information entre les différentes parties prenantes à travers le Canada. Et ça a amené un changement de paradigme au niveau de la valeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un portfolio d'une question qui valait 150 200 000 $ par année, on s'est retrouvé face à une situation où l'enjeu, la valeur, était à peu près 980 000 $ par année. Oui. Complètement différent comme discussion. Évidemment, ça a demandé plus de temps à aborder, mais ça a demandé à repenser la façon qu'on opérait pour créer et maximiser cette valeur-là. Donc, je pense qu'il y a une temporalité, puis tu vas parler de la notion de temps tantôt, mais quand on parle de savoir quels sont mes besoins, il y a les besoins directs, mais il y a les besoins qui sont peut-être plus stratégiques à l'arrière, à savoir comment est-ce qu'on peut opérer différemment, comment on peut reconfigurer notre demande pour, ultimement, créer plus de valeur. Donc, ce que je veux tout simplement faire comme parenthèse ici, c'est que c'est un bon prétexte pour repenser et changer les perspectives, pour réellement voir où se crée la valeur et de quelle façon peut-elle être maximisée. Et c'est un bon moyen, une bonne excuse pour passer à travers cet exercice-là en même temps. La composante numéro 2, qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Alors, j'aime bien moi, j'utilise souvent cette image-là, coût, qualité, délai. Vous pouvez n'en avoir que 2. Donc, quelle est la première question à se poser, c'est quelle est la ressource rare dans l'organisation ou la ressource rare dans le projet? Je donne toujours l'exemple je vais prendre Paris 2024 où j'étais à la cérémonie d'ouverture. Honnêtement, les ponchos transparents pour se protéger de la pluie, s'il y avait eu un vendeur de ponchos transparents sur le coin de la rue, là, juste derrière le Trocadéro, il aurait pu les vendre à peu près 50 € le poncho et il aurait tout vendu son stock. Alors que c'est 5-10 cents l'unité si tu les achètes 3 mois auparavant. Donc, il y a une question de temps. Hein? On reviendra à cette question de temps un peu plus tard, mais c'est très important de comprendre quelle est la variable d'ajustement. Ne serait-ce que sur ces 3-là. Posez-vous cette question-là. Où elle est ma variable d'ajustement? Est-ce que c'est le coût, la qualité ou le délai? Donc, c'est en s'interrogeant sur la ressource rare. Aussi, comment est-ce que je pondère l'importance relative du besoin qui est exprimé? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai donné quelques éléments pour caractériser le besoin, mais grosso modo, le besoin, il est complexe la plupart du temps. Et plus on va dans le détail, bien plus souvent, on s'aperçoit qu'il y a des niveaux qui échappent à notre perception. Pourquoi? Parce que je ne suis pas client de ce que je produis ou ce que je conçois, ou un ensemble de choses comme ça. Donc, et faire sortir un peu tous ces besoins-là et ensuite savoir comment pondérer les uns et les autres, les besoins, les intérêts des uns et des autres, c'est un art. C'est pas simple. Une personne avec qui j'ai travaillé à un moment donné m'a dit « Moi, je fais pour moi, puis je fais pour mes patrons. » Et je compare les deux et je regarde où sont les principales différences et c'est comme ça que j'entre en négociation. Autrement dit, moi, si c'était juste moi de ma compréhension du business, c'est ça. Et je vais voir mes patrons et je regarde qu'est-ce qu'eux seraient prêts à accepter et ça me donne une bonne image de ce sur quoi je pourrais peut-être jouer. Et puis, finalement, il y a toujours cette question-là d'identifier ces lignes rouges, les choses qui sont absolument essentielles ou les choses qui sont totalement, j'aime bien l'expression, totally unacceptable. Hein? C'est devenu une blague à un moment donné. Là, this is totally unacceptable. Hein? C'est totalement inacceptable. Bon, mais quels sont mes points de retrait, mes lignes rouges? Donc, ces questions-là de l'expression de besoin et ensuite de réussir à pondérer l'importance relative à l'intérieur de cette expression de besoin-là, c'est, encore une fois, c'est une organisation, c'est complexe, penser transversalement et non pas à mes seuls intérêts personnels. Jean-François, quand on pense à qu'est-ce que je peux accepter, évidemment, toute la réflexion qu'on a mentionnée tantôt par rapport à comprendre la demande, comprendre
l'état des lieux, si je peux dire, qui nous amène à construire, si on peut dire, nos demandes qui vont être sur la table de négociation pour bâtir une entente, bien, ça nous amène évidemment à réfléchir en termes de valeur. On l'a mentionné. Donc, pas seulement en termes d'absolu. Souvent, l'erreur que je vois souvent dans beaucoup d'organisations, c'est qu'on pense tout de suite en termes de prix et non en termes de valeur. Donc, en termes d'impact sur la conduite des affaires. Le deuxième élément à quoi je pense quand on a cette dimension-là, mais c'est quels sont les moyens à ma disposition pour influencer cette variable-là, de qu'est-ce que je suis prêt à accepter, mais aussi qu'est-ce que l'autre partie est prête à accepter. Et là, dans les tactiques qu'on connaît bien du côté négociation, on va penser à le terme. Là, je donne quelques termes, je les définis aussi en même temps, mais le fameux BATNA, le Best Alternative to a Negotiated Agreement. Donc, quelle est la meilleure alternative si je ne m'entends pas avec les parties de l'autre côté de la table? Donc, quelle est ma position de retrait, mon plan B, si je peux dire? Ça, c'en est une. Quel est le most desirable option, l'alternative la plus désirable, ou, à contrario, quelle est l'alternative, le BATNA? Où est-ce que je me retire de la table de négociation? Évidemment, on essaie avant même d'aller à la table et de s'asseoir avec les parties prenantes pour bâtir une entente, ben, c'est de savoir un peu avoir un bon estimé de où sont ses propres marges à lui. Qu'est-ce qu'il est prêt à accepter, à quel point, à quel niveau il va se retirer, et est-ce qu'on a une zone dans laquelle on peut s'entendre. Évidemment, on ne va pas s'asseoir avec une partie prenante dans laquelle il n'y a aucun territoire dans lequel on peut trouver un terrain d'entente. On perd notre temps, l'autre partie va perdre son temps aussi. Donc, évidemment, dans la préparation, ça demande aussi une recherche à savoir où est ce terrain d'entente-là potentiel et comment est-ce que je peux naviguer dans ce terrain d'entente-là pour construire une entente qui soit bénéfique aux deux parties. On va revenir tantôt sur comment le faire ou différents éléments par rapport à ça. Mais je pense que comprendre qu'est-ce que je suis prêt à accepter, c'est comprendre aussi qu'est-ce que l'autre est prêt à accepter. Et là, ben, il y a comme je l'ai mentionné, il y a des tactiques qui existent, mais c'est aussi un état d'esprit. On va en parler. Ce n'est pas seulement une question de dire je m'en vais à la table immédiatement, je joue un peu au cowboy, je tire sur tout ce qui bouge, puis je négocie, je fais le dur. C'est des vieilles façons de négocier. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aller jusqu'à un certain point, mais ultimement, on ne créera pas beaucoup de valeur dans une approche de ce type-là. Oui, le fameux BATNA. Ben, je pense qu'on va revenir au BATNA une fois qu'on aura parlé des intérêts de l'autre aussi. Ça m'amène aussi à parler à cette troisième composante, donc comprendre mes options, comprendre les options de ma partie ou de la partie à laquelle j'appartiens. Ça inclut, bien entendu, cette question-là de zone d'entente. Autrement dit, est-ce que sur le prix, parlons en termes de prix, mais on pourrait parler en termes de customisation, de personnalisation, on pourrait parler en termes de niveau de design, de couleur, aussi simple que ça. Moi, quand j'achète une voiture, maintenant, c'est n'importe quelle couleur, sauf noir, parce que j'ai eu 2 voitures noires. Cette question-là de zone d'entente, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est possible? Donc, et on voit maintenant que dans le commerce en ligne, on donne de plus en plus d'informations aux uns et aux autres pour qu'on arrive à savoir s'il y a une zone d'entente possible entre les deux parties. Moi, j'aime bien cette zone d'entente sur le délai de livraison. Il n'y a pas que le prix. Il y a le délai de livraison, il y a tout un ensemble de facteurs c'est le bon produit au bon moment, au bon prix, au bon endroit. Et donc, ces questions-là sont importantes. Quand on parle de zone d'entente, c'est pas juste le prix idéal et puis le prix au-delà duquel, comme tu dis, je cherche une meilleure solution de rechange, mon fameux BATNA. Est-ce qu'il existe aussi d'autres solutions possibles qu'un accord avec cette partie-là ou de ce type-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux regarder? Autrement dit, est-ce que je peux acheter? Est-ce que je peux louer? Est-ce qu'il y a d'autres façons de combler ce besoin-là que le besoin, entre guillemets, je vais appeler ça traditionnel? C'est le bon vieil exemple de 2 colocataires se battent pour une orange alors qu'il y en a un qui veut la manger et l'autre qui a besoin de la pelure pour faire autre chose avec. Tant qu'on n'a pas échangé là-dessus, on va continuer à se battre pour la même chose. Alors que finalement, l'autre option, c'est justement, peut-on partager l'orange de certaines façons, de façon à maximiser la valeur créée pour chacune des parties. Et puis, bien entendu, cette question-là de revoir nos intérêts ou de redéfinir le besoin. Dans certains cas, et là, c'est la perspective un peu on trahit nos métiers passés. De temps en temps, on va sur le marché et on s'aperçoit que
Non, ça le fera pas. Il y a un mismatch trop important, donc on doit revoir un peu cette expression de besoin-là pour arriver à trouver une manière de résoudre cette problématique-là ou de trouver une entente qui nous permette de satisfaire, entre guillemets, ou de maximiser la satisfaction des intérêts des différentes parties qui sont autour de la table. Il n'y en a pas toujours juste deux. Ou même si c'est juste vous qui représentez l'organisation, vous représentez 4, 5, 6 autres fonctions derrière vous qui ont des fois des intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents. Vois-tu, quand on parle de quelles sont mes options, bien évidemment, ces alternatives sont critiques dans la mesure qu'on veut aller chercher le maximum d'informations, aussi en même temps pour être capable de voir quelles sont les différentes alternatives. Parce qu'en négociation, des fois, il y a des moments qui nous amènent à explorer d'autres alternatives parce qu'il y a un blocage. Ça nous permet de voir comment on chemine dans la discussion qui va nous amener justement à explorer ces options-là. Donc, il faut être prêt à toute éventualité. Donc, avoir ces différentes alternatives-là avant la rencontre, mais aussi pendant les négociations, bien, ça permet justement d'explorer les opportunités de création de valeur mutuelle. N'oubliez pas, la négociation, c'est pas un jeu à somme nulle. On en a parlé rapidement tantôt. Il faut éviter une certaine forme de dépendance. On veut faire en sorte qu'on ne soit pas dans un contexte où est-ce qu'un gagne toute la valeur et l'autre se ramasse avec rien, finalement. Ça ne fera pas vraiment une entente qui soit bénéfique. Ceci dit, je me rappelle quand j'étais à l'université, puis on nous parlait de « Ah, mais il faut faire en sorte que les négociations soient dans un contexte win-win, gagnant-gagnant. » Bon, je trouvais ça un petit peu fleur rose. Un peu. Après ça, on est allé, les deux, on a travaillé chez Bombardier, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça. Mais on a vu aussi en même temps, dans certains contextes, que ça pouvait être extrêmement au détriment d'une partie et ça pouvait, à moyen terme et à long terme, créer des relations d'affaires très difficiles, avec beaucoup d'amertume. Donc, il y a des contextes dans lesquels, oui, effectivement, il y a des relations d'affaires qui sont très transactionnelles, où est-ce que la valeur est essentiellement le prix payé. C'est des contextes où est-ce qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché. C'est pas quelque chose de complexe. C'est pas la vie ou la mort d'une entreprise qui est associée à ces biens et services-là. Du côté vente ou du côté achat, là. Donc, dans ces contextes-là, oui, on peut dire qu'on peut aller dans un côté transactionnel, mais il y a des secteurs de l'organisation qui sont vraiment plus critiques. Je pense à quand on réfléchit en termes de bâtir des partenariats, quand on réfléchit à bâtir un modèle d'affaires qui s'appuie sur de l'expertise externe. On a parlé sur le podcast les make or buy à titre d'exemple, mais c'est sûr qu'on ne vise pas une entente type transactionnelle dans ces contextes-là. Pourquoi? Parce que ça a une incidence clé sur l'impact de la vie de l'organisation. Donc, il faut vraiment pondérer aussi les options en fonction de qu'est-ce qui existe sur le marché, mais aussi par rapport, on a parlé des intérêts tantôt, de toute la stratégie de l'organisation et ça vient jouer dans quel sens. Encore une fois, ça peut être du côté vente, ça peut être du côté achat, mais c'est comment ça vient s'intégrer par rapport au modèle d'affaires et la stratégie. Et ça va nous permettre de voir quelles sont les différentes options qui existent. Je finis avec ça. Évidemment, du côté achat, on cherche toujours un maximum d'options. Du côté vente, on cherche toujours à avoir un minimum d'options pour notre acheteur. Évidemment, c'est là le jeu qui existe, la danse. Mais l'idée, c'est comment on peut créer vraiment une valeur commune pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire grandir l'organisation. Je reste à haut niveau, parce que évidemment, les cas de figure sont multiples, mais c'est une question beaucoup de mindset, je pense, quand on aborde la négociation. Oui. Et d'ailleurs, quand je fais des simulations de négo, je fais attention à ce que chaque groupe fasse l'expérience des deux côtés de la médaille. Le côté vente, comme tu dis, et le côté demandeur et le côté offreur et vice-versa. Pourquoi? Parce que les perspectives, et comme tu dis, le mindset et l'état d'esprit est très différent. Une autre composante, c'est bien entendu l'autre partie. Hein? Donc, qui est l'autre? Qui est cet autre? Quels sont ses intérêts? A priori, on ne le connaît pas, on ne le comprend pas, on n'est pas l'autre. Hein? L'autre reste quelque chose d'assez opaque. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Donc, c'est important de comprendre et de découvrir les intérêts de l'autre partie par différentes façons de le faire. La première, c'est par le questionnement direct. Autrement dit, on pose des questions, on essaie d'avoir les réponses, on essaie de comprendre les réponses, et au fur et à mesure qu'on a ces réponses-là, on ajuste les prochaines questions.
D'où l'importance de d'avoir de la conversation. Autrement dit, de pas tout de suite s'asseoir de côté opposé de la table puis mettre un gros document entre les deux. Voici, c'est à prendre ou à laisser. Hein? Donc, c'est important de comprendre d'où l'autre vient, qu'est-ce qu'il cherche, quels sont ses intérêts. L'autre façon de le faire aussi, c'est de découvrir l'intérêt de l'autre partie en étudiant leur réaction à différentes affirmations ou à différentes propositions qu'on peut faire. On peut amener telle chose ou on peut dire certaines choses, pas nécessairement dans le but de provoquer, mais pour voir un peu comment l'autre va réagir à ça. Donc, il y a la réaction, bien entendu, verbale, puis comme je reviens à la communication, il y a bien entendu le non-verbal. Oh là là, oui, d'accord, OK. J'ai compris, là, ça, c'est un point sensible. Ça, visiblement, mon Dieu, ça bouge pas. C'est un cadavre. Donc, c'est pas un truc sensible. Après ça, on peut toujours se tromper. Il y a d'excellents bluffers. Hein? Il y a des grands champions de poker qui... bon, je n'irai pas jusqu'à dire que je vais commencer à mettre des lunettes fumées sur le podcast, là, mais ça peut aller jusque-là. On peut aussi aller essayer de mieux comprendre l'autre et ses intérêts à travers l'expression d'émotions. Et ça, pour le Nord-Américain que je suis, qui vit en Europe, ou dans certaines société, dans ma société d'adoption ici, la France, l'expression d'émotion est toujours importante. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Alors que en Amérique du Nord, l'expression d'émotion, moins important. C'est plutôt vu, je ne veux pas dire comme une faiblesse, mais j'ai toujours tendance à dire, on est dans un environnement d'affaires ici. Les émotions, tu laisses ça à la porte. Alors que si tu fais l'affaire avec des Français, avec des Italiens, avec des Maghrébins, l'émotion, elle est toujours là. Donc, on peut utiliser ça aussi pour comprendre l'intérêt de l'autre. Et puis ensuite, pour nous, c'est de choisir de réagir ou de ne pas réagir face à justement des propositions ou voire à des provocations. Hein. Encore ici, moi j'appelle ça du stuff de junior. Hein. C'est l'expression que tu vois. On n'est pas dans les ligues majeures, on n'est pas en première division. Là. On est vraiment dans les ligues d'apprentissage. Là. C'est augmenter la température de la pièce. C'est empêcher les gens de boire ou d'aller aux toilettes. Enfin, les faire boire puis leur dire non, je peux pas aller aux toilettes. Enfin, moi j'appelle ça du stuff de junior. Visiblement, encore, il y a des centrales d'achat qui utilisent ce genre de choses-là. Enfin, c'est bon, OK, tant mieux. Mais bon, ça, j'appelle ça des provocations. Et puis, le dernier élément dans cette question-là de découvrir l'autre, bien, c'est connais-toi toi-même. Autrement dit, comprends tes propres biais, donc les biais de l'entreprise. Hein? Il n'y a pas que les tiens, il y a des appelons ça des biais collectifs. Hein? Donc, le biais collectif, pour moi, c'est toujours je vais me faire avoir. Hein, on en parlera tout à l'heure dans cette question-là du jeu à somme nulle. Mais grosso modo, individuellement, l'illusion de transparence, c'est un qui est le plus important. Donc, c'est l'impression que les gens voient à travers toi. Ils ont accès à tes informations juste en te regardant le visage, tu vois, te regardant transpirer, regardant ta nervosité. Ils sont capables de comprendre ça. Donc, les gens peuvent lire mes intérêts, mes lignes rouges dans mes gestes, dans mon attitude. L'autre biais, je ne ferai pas une liste exhaustive ici, mais les biais les plus importants, mais je les reprends d'un podcast précédent, mais c'est la peur de perdre. Hein, les pertes sont souvent ressenties plus durement que l'euphorie d'un gain ou d'un gain équivalent. Donc, ça peut mener à une forme de paralysie ou parce qu'on a peur de perdre. Hein? Et du coup, il devient plus facile à dire oui à des décisions moins onéreuses ou qui impliquent des sommes d'argent plus petites. Donc, ça peut être une façon de faire des choses pour faire progresser les choses plutôt que d'aller sur un gros montant. On va le couper en 13 petits montants, puis on va peut-être arriver à négocier un petit peu. Au moins plus rapidement, mais peut-être pas dans le meilleur intérêt au niveau prix. En fait, encore une fois, hein, prix, qualité, délai, you can only have two. Hein. Le dernier dont je voulais parler, c'est l'excès de confiance, donc la surestimation de ses propres capacités, de nos performances réelles, de notre capacité par rapport à celle des autres ou celle perçue des autres. Bon, on peut avoir une perception déformée de nos capacités ou de notre qualité ou de nos qualifications réelles. Autrement, on appelle ça frapper un mur en québécois, des fois. Hein, tu vois, oups, j'ai rencontré mon maître, là, ouais, si tu rencontres ton maître, ça va te coûter cher. Hein? Moi, j'ai rencontré mon maître à plusieurs reprises.
pas à tous les endroits toujours, donc, cette question-là de connaître l'autre et de découvrir les intérêts de l'autre, de l'amener à découvrir une partie de son jeu, je pense que c'est un élément important dans la négociation et dans la stratégie de négociation qu'on amène à la table. Je pense que toute la question d'accès à l'information, de comprendre, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une négociation, ça se prépare. Ça se prépare pas 2 semaines à l'avance, c'est souvent des mois. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est toute l'information qui circule de façon peut-être anecdotique au début, mais qui sont des questions importantes, où est-ce qu'on collige de l'information, où est-ce qu'on va aller chercher de l'information sur différentes structures de coûts, sur les différents joueurs, connaître l'impact de qu'est-ce qu'on vise à négocier. Ben, toutes ces informations-là vont faire en sorte qu'on arrive mieux informé, mieux préparé, avec plus d'options, comme on parlait tantôt, mais surtout avec une meilleure compréhension des intérêts de l'autre. Donc, l'importance de questionner, comprendre, identifier les impacts de l'entente ou de ne pas avoir d'entente, c'est drôlement important. Ça permet de vraiment bien cerner les objectifs qui sont poursuivis par les différentes parties et comprendre la valeur de l'entente. Là, évidemment, ça va pouvoir affecter la stratégie de négociation en tant que telle. Et c'est essentiel. Je me rappelle d'un cas de figure, on travaille sur un grand groupe qu'on a travaillé dans le passé, toi et moi, et l'acheteur me dit, après avoir négocié, coudonc, c'est juste ça la négociation, c'est aussi rapide. Mais je dis, écoute, la demi-journée qu'on vient de prendre avec ce fournisseur, dans le fond, ça fait 6 mois qu'on travaille le dossier avec les fournisseurs, avec les différents partenaires. Ça s'est travaillé pendant 6 mois. Toutes les discussions ont convergé en bout de ligne vers une entente. Elle dit, moi, je pensais on venait à la table, qu'on jouait les durs, moi, je te propose X, toi, tu me proposes Y, puis c'est celui qui, en bout de ligne, laisse tomber, qui va finaliser l'entente. Je dis, non. Je dis, tout ce qu'on a fait à travers les différents mois, toutes les informations qu'on a colligées, ça nous a permis de se faire une tête, ça a permis de continuer à discuter avec les différents fournisseurs, et ça a fait en sorte qu'on a atteint une entente qui est bénéfique pour tout le monde, que tout le monde désire d'aller de l'avant et qui, ultimement, du point de vue financier, est extrêmement avantageuse. Mais ça ne veut pas dire qu'on a déculotté le fournisseur pour autant. C'est qu'on a repensé les structures de coûts, les façons de faire, etc. Donc, faut comprendre que la notion de comprendre l'autre, ça ne veut pas dire tirer avantage continuellement de l'autre. S'il y a une entente, c'est que il y avait un terrain d'entente. Voilà. Et on est chacun dans notre terrain d'entente. Sinon, il n'y en aurait pas. Exactement. On n'a pas déculotté personne. Et on parlait tantôt de voir les deux côtés de la médaille. Je donnais un cas de figure du côté achat. Là, si je reprends du côté plus développement d'affaires, du côté vente, et là, je fais référence à tout ce qui se dit dans ce terrain de jeu-là. Quand on pense aux bonnes pratiques en développement d'affaires, je pense à... chaque auteur aurait son modèle. Je pense à Spin Selling, je pense à Mahan Khalsa dans son processus Order. Spin qui est Situation, Problem, donc comprendre la situation, le contexte, comprendre le problème, mesurer le problème, comprendre l'impact du problème de notre client. La même chose dans Order qui est Opportunity, Resource, Decision Criteria. Donc, c'est quelle est l'opportunité, quel est l'impact, quelles sont les ressources à sa disponibilité, quelles sont ces ressources à sa disposition, quels sont les critères de décision. Comprendre vraiment la situation de notre client est aussi drôlement importante parce que c'est comme ça qu'on est capable d'avoir une proposition et une négociation qui, en bout de ligne, va coller aux enjeux et aux objectifs poursuivis par l'autre partie. Donc, ce que je veux qu'on retienne, c'est que d'un côté ou de l'autre, il existe des méthodes, il existe un long corpus d'outils, des tactiques, mais en bout de ligne, comme tu viens de le dire, on cherche une entente pour faire le bénéfice des deux parties. Donc, dans les partenariats, c'est essentiel. J'en ai parlé tantôt quand on parle de chaîne de valeur, construire une chaîne d'approvisionnement plus robuste, avoir une meilleure satisfaction client en travaillant avec différentes parties. En bout de ligne, il faut que ça fasse du sens du point de vue business. Il faut que tout le monde puisse jouer son rôle dans la chaîne de valeur qu'on est en train de créer ou qu'on est en train d'optimiser. Donc, évidemment, je l'ai mentionné tantôt, il y a des relations qui sont plus transactionnelles, il y a des relations qui sont plus stratégiques. Évidemment, il y a des façons de pouvoir négocier dans ces contextes-là, mais c'est drôlement important de bien comprendre, comme tu l'as dit, où se situe notre partie prenante qui est en face de nous ou
où sont les différentes parties prenantes qui sont en face de nous pour, ultimement, construire une entente qui est au bénéfice de tous. Et là, je fais un aparté. Je pense à ce qui se passe au Canada versus les États-Unis. Avant que Trump arrive même en place, il dit « J'impose des tarifs au Canada de 25 % si vous ne faites pas X, Y, Z. » Ça, pour moi, c'est la tactique de « I raise the stakes ». J'augmente les enjeux autour de la table, des fois à dessein, des fois de façon tout à fait exagérée, mais ça devient une position de négociation. Bon, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'en vient au niveau mondial pour les 4 prochaines années, je vous invite à lire le livre de Donald Trump. Je pense que c'est un playbook qui reproduit. Je ne dis pas si c'est bon ou pas bon, là, je ne l'ai pas lu, mais on a pu voir en négociation sur différents... Dans le cas de vente ou dans le cas d'achat, au niveau organisation, généralement, ce n'est pas la bonne façon d'aborder une relation de confiance. Je vais te donner un exemple de ça. Moi, j'ai eu un patron vice-président achat, là, quand même, qui se fait construire une maison puis qui avait des problèmes de finition à la fin et qui était tout fier de m'avoir dit qu'il avait imposé des pénalités à son contracteur qui construisait la maison pour lui. Sauf que le contracteur a arrêté les travaux, a dit, ben d'accord, on se revoit au tribunal. Et non seulement ça, mais le contracteur avait visé presque tous les autres contracteurs de la région pour dire, tu travailles pas pour lui. Et donc, mon patron, qui était un as négociateur, s'est retrouvé avec une maison pas finie pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce que il pensait qu'il avait gagné, donc j'avais déculotté mon... mais en réalité, c'était l'inverse qui s'était produit. Il avait peut-être mal ciblé son besoin. best. Il avait mal compris son besoin. Son besoin, c'est... Quel est ton besoin? Son best alternative to a negotiated agreement était peut-être pas le bon. C'est ça, tout à fait. Dernière composante dont je veux parler avec toi, Éric, même si on en parle très brièvement, c'est la composante du temps. Le temps en négociation, je pense, c'est on a parlé coût, qualité, délai, hein, donc ça rentre un peu dans cette question-là, mais justement, combien de temps a-t-on devant soi avant d'être poussé à une autre alternative ou à une situation d'urgence ou à une situation qui devient complexe. Donc, se poser toujours la question, qui maîtrise cet élément avant d'entrer en négociation? Est-ce que le temps est de mon côté, joue pour moi, ou est-ce que le temps joue pour l'autre partie? Et aussi pour l'individu, comprendre son propre rapport au temps ou comprendre le rapport au temps de l'organisation et comment le temps s'insère dans cette liste d'intérêts des parties respectives. Parce qu'on peut, encore une fois, biais de transparence, moi je suis pressé, il n'y a pas besoin, il n'y a personne qui va le savoir en face que tu es pressé, sauf si toi tu le dis. Et là, si toi tu dis « je suis pressé », là tu es mal. Pourquoi? Parce que l'autre partie a peut-être un rapport au temps très différent et c'est peut-être dans son intérêt de faire ralentir les choses pour t'acculer à ta limite de temps, pour te faire dire oui à certaines conditions auxquelles tu n'aurais pas dit normalement oui. Le temps, je pense que le temps, et c'est ce que je veux qu'on retienne, c'est que le temps peut être réel, il peut être perçu. C'est-à-dire qu'on peut faire, comme tu viens de le mentionner, on peut faire office de dire qu'on accélère le temps, alors que c'est pas une variable du tout d'enjeu. Mais que ça là, si c'est perçu comme étant un enjeu, mais ça peut faire jouer les négociations d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut comprendre quels sont les intérêts en arrière de la notion de temps, quels sont les impacts sur l'entente à venir et sur la conduite de qu'est-ce qu'on veut acheter ou livrer par la suite. Donc, il faut comprendre cette importance-là, cette variable-là. Et je remonte à tout ce qu'on a dit depuis tantôt, c'est-à-dire mieux on est informé, plus on connaît les intérêts, plus on a fait preuve d'empathie pour comprendre et avoir cette sensibilité-là pour voir quelles sont les variables d'importance par rapport à celles qu'on nous met sur la table, ça nous permet de jouer soit à l'avantage ou au désavantage, cette notion de temps. Moi, ce que j'ai pu voir par cas d'expérience, c'est que ceux qui ont joué le temps, c'était souvent des enjeux qui n'étaient pas nécessairement réels. Le temps est une variable importante, mais c'est pas l'enjeu. Souvent, c'est pas l'enjeu nécessairement critique. Dans la discussion, il y a d'autres enjeux, ça sous-tend d'autres éléments en arrière de la notion de temps qui est peut-être la plus facile à mettre sur la table comme contrainte. Aussi faire un peu attention à cette matrice d'Eisenhower, là, urgent, pas urgent, important, pas important. Si tu te fonctionnes uniquement avec ça, tu vas te retrouver toujours pas toujours, mais parfois en difficulté à la table de négociation.
Le dernier point sur ces questions-là de négociation, c'est un peu comme dans le changement aussi, on voit un peu la même chose, je vais faire le parallèle. Les entreprises et les personnes ont des perspectives différentes sur la négociation. Et les deux grandes perspectives que moi je connais, je ne dis pas que c'est les seules, mais les deux grandes que je connais, c'est la négociation est un jeu à somme nulle. Autrement dit, ce que je gagne se fait forcément au détriment de l'autre partie. Donc, autrement dit, je t'ai pris quelque chose. Dans ce sens-là, hein, mais le gâteau est le même. Hein? Donc, on appelle ça de la négociation de compétition. Ce sont les meilleurs arguments qui remportent la mise. La meilleure position de départ remporte la mise. Hein? Un peu ce que tu viens de dire. Hein? Trump avec ses provocations vis-à-vis du Canada en termes de tarifs, en termes d'importance relative comme pays, c'est même pas un pays, ce serait un État, hein, alors que le Canada, je m'excuse, là, mais c'est 10 provinces, 2 territoires, plus le Nunavik. Enfin, c'est un petit peu plus complexe que ça, là, donc ça sera pas juste 51 étoiles sur le drapeau américain, ça serait un petit peu plus compliqué que ça. Puis enfin bon, on va s'arrêter là. Mais on le voit clairement que c'est comme ça. Hein. On augmente la température dans le chaudron pour faire sentir la pression et donner un sentiment d'urgence qui a plus ou moins lieu d'être. Enfin. Mais dans tous les cas, il faut faire plier l'autre pour préserver ses propres intérêts parce que, donc autrement dit, il n'y a pas de win-win ou dans le sens où on va co-créer une solution à laquelle les deux parties n'auraient pas imaginé auparavant. L'autre perspective, c'est la négociation, créer de la valeur pour les parties, pour chacune des parties. Autrement dit, on est en train, comme on disait au tout début, hein, de regarder quelle est la valeur créée pour chacune des parties si on arrive à s'entendre. Mm-hmm. Est-ce que ça, quand on parle de création de valeur, c'est pas uniquement que du monétaire ou du sonnant et trébuchant. Hein? Il y a d'autres aspects là-dedans. Je l'ai vu plusieurs fois avec certaines entreprises où oui, je veux baisser mes coûts, mais en même temps, j'ai un mandat de développement local ou de développement régional ou de réinvestissement dans l'économie locale. Et on est en train de s'apercevoir dans un monde mondialisé, mais confronté à une hausse ou à une diminution, à une hausse de nos émissions de gaz à effet de serre ou à une obligation de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, le prix n'est peut-être pas le seul facteur. Maintenant, à un moment donné, oui, le prix, c'est bien, mais combien de grammes de CO2 dans ton machin, dans ton service, dans ton produit? Donc, cette question-là de création de valeur devient importante. Cette question-là d'émission, elle n'est pas que pertinente pour l'entreprise ou la province ou le pays, elle est pertinente pour l'ensemble de notre écosystème mondial. Et aussi, à l'intérieur de tout ça, arriver à dissocier les positions des intérêts. Donc, bien comprendre, une position n'est pas nécessairement représentative d'un intérêt important ou fondamental. Ça fait partie d'un ensemble de positions de départ, de discussion. Moi, je pars de là. Et ensuite, on peut discuter. Donc, je pense que c'est important de bien comprendre ça. Le parallèle que je faisais avec le changement, c'est que le changement, il y a deux perspectives de voir le changement en organisation, en entreprise. Une, c'est le changement, c'est la vie, c'est normal, c'est l'état normal d'une organisation. Une organisation est en perpétuelle transformation. Donc, l'énergie, c'est le changement, c'est de l'énergie, c'est de la découverte, c'est de la curiosité, c'est de l'opportunité. Et d'autres, le changement, c'est le résultat d'un échec, d'une série de mauvaises décisions. Le changement, c'est pénible, ça implique beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés. Mais peut-être que de l'autre côté, une fois qu'on aura assez souffert, on va découvrir un nouveau terrain de stabilité paradisiaque. Hein? Donc, on va retourner à la stabilité qui sera un nouveau nirvana. Mais les choses seront peut-être plus comme avant, mais stables. Hein? Donc, il n'y aura pas moins de changements. Alors que c'est une utopie. Hein? Donc, on peut aspirer à des zones où il y a moins de volatilité ou moins de perturbations, mais on ne vit pas dans une période où il y aura de moins en moins de changements, bien au contraire. Je pense qu'il y en a, comme dirait Laurent Bibard, le monde a toujours été complexe, volatile, ambigu. Ça a toujours été comme ça, sauf que quand on regarde 150 ans en arrière, on n'a pas nécessairement toute l'information pour nous faire vivre ce que les gens vivaient à ce moment-là. Jean-François, je veux laisser une pensée par rapport à tout ce que tu as dit.
C'est-à-dire que peu importe peu importe. On a évidemment des négociations à somme nulle, on a la notion de valeur. On a parlé de deux perspectives tout au long de l'épisode. Je pense qu'il faut retenir l'importance de l'empathie, se mettre dans les souliers de l'autre, comprendre où est la valeur et avoir l'intelligence de l'intégrer dans sa réflexion de comment aborder une négociation. Tu mentionnais tantôt, par exemple, le cas des États-Unis par rapport au Canada ou par rapport aux différents enjeux économiques qui vont se présenter sur la table. Clairement, être l'homme fort à la table et gagner, c'est une question d'ego. Ça fait partie, l'empathie, c'est de comprendre aussi les enjeux émotifs et d'ego qui existent aussi dans la négociation. C'est, dans la mesure du possible, de séparer, comme tu l'as très bien dit, la notion des positions émotives, des intérêts, séparer les différents enjeux, avoir une négociation peut-être un peu plus sereine par rapport aux différents enjeux qui sont sur la table. Il y a différentes façons de l'aborder, mais je pense que il faut retenir une chose, c'est si on développe cette empathie, cette écoute et cette sensibilité par rapport à la partie adverse, appelons-le la partie adverse avec qui on veut travailler, ben ça nous permet à ce moment-là de travailler de façon beaucoup plus collaborative, de bâtir quelque chose au lieu d'arriver à la table, de dire il y a quelqu'un qui cherche à détruire l'autre pour gagner quelque chose d'autre. Donc, évidemment, c'est un vaste sujet, la question de négociation. Ça peut être une question qui peut être extrêmement stratégique. On peut le voir de façon extrêmement tactique. Chacun y vient à la table avec ses intérêts, mais il y a des façons de le piloter pour faire en sorte qu'on maximise la valeur. Et je pense que c'est, pour moi, la trame narrative que je veux laisser pour les auditeurs. Cette notion-là d'empathie, de capacité à te mettre à la place de l'autre, après ça, il faut qu'il y ait une certaine réciprocité, sans cette réciprocité-là, il va falloir rapidement pivoter vers une autre stratégie de négociation, justement. Et la préparation reste importante, elle va toujours être là, mais il faut savoir pivoter quand le temps le demande ou quand la situation le demande. En guise de conclusion, Éric, ce que je veux proposer à toi et à nos auditeurs, c'est comme consultant, comme gestionnaire, comme dirigeant, la première chose, pensez à vous perfectionner constamment en matière de négociation, que ce soit de manière formelle, en organisation des simulations à l'interne ou en faisant des retours d'expérience ou des choses comme ça, ou de manière informelle, en vous y intéressant en tant que sujet. Il y a de plus en plus de littérature sur le sujet, on en retrouve de plus en plus, on reconnaît l'importance de formaliser ces compétences-là. Il n'y a pas de maîtrise en négociation, il n'y a pas de PhD en négociation encore, ça devrait arriver d'ici très peu, et quelques écoles de commerce le font très, très bien. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez bien entendu consulter les notes au www.intelliaconsulting.com/épisode 199. Et nous vous invitons aussi à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous abordons tous les mardis des réflexions et des perspectives pour vous permettre de développer votre capacité d'action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. Au revoir, Éric. Au revoir, Jean-François. Bonne semaine à tous.